bah, écoutez, ce coup-ci, je reprends ma casquette Monnier, c'est-à-dire que je vais présenter les diapositives que se proposait de présenter le professeur Monnier, avec un topo sur l'approche thérapeutique de l'obésité par la restriction calorique traditionnelle, c'est-à-dire le régime standard, habituel, conventionnel. En sachant que la prescription d'un régime hypocalorique est toujours complexe, parce qu'elle nécessite des mesures quantitatives, qualitatives et d'accompagnement. Il est évident que prescrire un régime ne peut se faire que si on fait un diagnostic nutritionnel préalable. Vous entendez bien? Parce que moi j'ai un retour qui n'est pas bon. Vous entendez ou pas? D'accord. Donc je reprends ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire cette balance entre les entrées et les sorties, ce qu'on appelle l'application de la première loi de thermodynamique de Lavoisier, pour les gens savants. Et la problématique, c'est d'agir à la fois sur les entrées et, si possible, sur les sorties et sur la régulation des deux. Alors, la première chose, c'est qu'il faut évaluer les dépenses. Alors, pour évaluer les dépenses, vous avez un tableau qui est relativement simple, qui met en place les différentes dépenses caloriques correspondent aux besoins, et ici, 3 paramètres qui permettent de les moduler. L'âge, quand on est jeune, on consomme plus que lorsqu'on est plus âgé. Le sexe, les hommes consomment plus que les femmes, en termes de métabolisme basal déjà, et l'activité physique, qui est intense, moyenne ou inexistante. Et donc, à partir de ces abacs, vous pouvez déduire globalement le niveau des dépenses énergétiques. Lorsque vous avez 3 critères, c'est-à-dire que vous êtes jeune, que vous êtes un homme et que vous avez une activité physique significative, vos besoins sont estimés à 2600 calories par jour. Lorsque vous n'avez que 2 critères, quels qu'ils soient, par exemple une femme qui a une activité physique et qui est jeune, eh bien, ses besoins sont de l'ordre de 2400, un critère 2200, et si vous faites rien, si vous êtes vieux, si vous êtes indifféremment un homme ou une femme et que vous ne bougez absolument pas, eh bien, vous avez 2000 calories à titre de besoin énergétique. Alors, ces dépenses énergétiques sont réparties en plusieurs secteurs. Le premier, c'est le métabolisme de base, qui est incompressible a priori, qui fait partie de notre dette à la vie, qui est estimé à environ 66% de l'ensemble de la dépense. Donc les dépenses extra-basales est de l'ordre de 1/3 des dépenses totales. Lorsque le métabolisme basal est modulé par l'activité physique principalement, lorsque la dépense énergétique, est modulée par l'activité physique principalement, faible, moyenne, forte ou très forte, eh bien, pour obtenir une estimation du coût énergétique, eh bien, on multiplie le métabolisme basal initial d'un facteur 1,2, 1,5, 1,8 ou 2,1 selon l'intensité de l'activité. Et ceci permet de calculer globalement le niveau des dépenses énergétiques par rapport auquel il faudra se positionner pour prescrire éventuellement un régime restrictif en calories. Alors, cette évaluation de la dépense énergétique peut aussi se faire avec des appareils, notamment l'impédancemétrie ou la calorimétrie indirecte. Alors, la calorimétrie indirecte, vous n'y avez pas accès, c'est très compliqué. Par contre, l'impédancemétrie est assez répandue, je ne sais pas si vous avez dans vos cabinets, et ça permet d'estimer globalement la masse grasse et la masse maigre. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la masse maigre, et vous avez ici une proportion entre cette masse maigre mesurée par l'impédancemétrie et la dépense, le niveau du métabolisme basal. Voilà encore un indicateur qui permet de savoir à peu près à combien il faut fixer les apports. Alors il faut également évaluer les entrées. Évaluer ces entrées, eh bien, ce sont des techniques relativement simples qui malheureusement sont imprécises, qui prennent du temps, qui sont facteurs patients dépendants. Et on a différentes techniques qui sont codifiées, qui ont fait l'objet de nombreux travaux, qui sont les enquêtes alimentaires par interrogatoire,
ce qu'on appelle les interrogatoires, des recalls sur les 24 heures qui viennent de s'écouler, sur les 3 jours qui viennent de s'écouler ou sur le mois qui vient de s'écouler, ou alors des enquêtes alimentaires prospectives par la tenue d'un journal de bord sur les 3 jours à venir ou sur le mois à venir. C'est assez fastidieux à remplir, mais c'est tout aussi fastidieux à exploiter, du moins avant l'arrivée de l'informatique et maintenant de l'intelligence artificielle qui va certainement modifier les choses. Ceci dit, quelles que soient les modalités d'exploitation, plus ou moins simples, plus ou moins rapides, il y a de toute façon des défauts, un vice de forme au départ, c'est que l'interrogatoire, il y a toujours une sous-déclaration, quelle que soit la bonne volonté du patient, et une sous-estimation. Au niveau du journal alimentaire, il y a des erreurs. Très souvent, d'ailleurs, les gens notent des choses ou ne notent pas un certain nombre de choses qu'ils estiment inutiles, notamment les grignotages. Et il y a là aussi une sous-estimation par rapport aux apports habituels. Et tout ceci fait que cette sous-estimation biaise forcément ces enquêtes alimentaires. Monsieur Monnier et son équipe ont développé une enquête alimentaire simplifiée, rapide, qui est une alternative à ce que je vous ai présenté. Son objectif, c'est de réduire le temps de recueil des données et de minimiser la sous-estimation. Pour ce faire, il a développé une enquête qui repose sur 8 questions. Un groupe de 3 questions qui consiste à recueillir les aliments riches en protéines. C'est-à-dire qu'on va estimer les apports protéiques en grammes par jour et à partir de ces apports caloriques liés aux apports protidiques, on va avoir un calcul sur lequel on va greffer 5 questions complémentaires qui vont porter sur le grignotage, qui est très souvent omis dans les enquêtes alimentaires, sur les entrées salées, sur les desserts sucrés qui sont calorigènes. Et très souvent, quand vous prenez des petits apéritifs sucrés ou salés, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous faites. C'est un automatisme, donc on a de bonne foi, on a tendance à les sous-estimer de façon importante. Les boissons caloriques également, qui jouent un rôle très important dans notre société actuellement. Il y a quand même beaucoup de gens qui consomment des sodas à table même, et pas seulement en dehors des repas. Et puis, il y a les repas festifs. Donc, ça, ce sont 3 questions complémentaires qui vont permettre d'estimer globalement la totalité des apports caloriques, d'une part usuels, fondés sur la prise des protéines, et d'autre part supplémentaires, fondés sur les petits à côté que j'ai mis là. Alors en pratique, il faut quand même savoir des choses. Quand on fait de la nutrition, on ne s'improvise pas comme ça prescripteur en diététique. La première chose qu'il faut connaître, eh bien, c'est la teneur en protéines des aliments. Et donc le professeur Monnier a réalisé 3 classes. D'une part, la viande, le poisson, les œufs. La portion de ces différents aliments représente à peu près 25 grammes d'apport protéique, ce qui correspond non pas à 100 calories, puisque vous savez qu'une protéine, 1 gramme de protéine, c'est 4 calories, mais ça correspond à peu près à 180 calories, parce que les protéines ne sont pas nues dans les aliments, elles sont associées à d'autres nutriments. L'autre catégorie, eh bien, ce sont les produits laitiers, ou les équivalents. Le lait, les yaourts, le fromage blanc, le fromage. Et là encore, ces apports protidiques sont de l'ordre de 7 grammes par portion, avec un apport calorique, vous voyez, relativement plus important, de 120 grammes, puisque ce sont des aliments souvent lipidoprotidiques. Et enfin, des aliments céréaliers, le pain, les biscottes, cornflakes en l'occurrence, dont une portion représente 5 grammes de protéines, mais 120 calories, parce que là encore, les apports glucidiques sont relativement riches en énergie. Donc vous voyez qu'en se fondant sur ces 3 catégories de protéines et en connaissant l'équivalence de ces protéines, on peut arriver à calculer l'apport protéique quotidien. Et c'est sur cet apport protéique quotidien que M. Monnier a proposé d'établir une correspondance pour évaluer l'apport énergétique. Alors l'astuce, c'est que lorsque vous comptabilisez le nombre de grammes de protéines, vous le convertissez en calories. Et vous savez que 1 gramme de protéines, c'est 4 calories. Donc par exemple, si vous avez 100 grammes de protéines par jour, ce qui est beaucoup, ça fait 400 calories. Mais il faut savoir que dans
que les protéines sont associées à des macronutriments, glucides, lipides, et on estime à partir de calculs qui ont été effectués, d'enquêtes qui ont été effectuées, on estime que les apports énergétiques des protéines représentent 1/6 des apports énergétiques totaux. Donc quand vous avez 100 grammes de protéines multiplié par 4 calories, 400 calories, vous multipliez encore une fois par 6, je crois que je vais repasser à ça, vous multipliez par 6, ce qui vous fait 24, 4 fois 6, la dotation en grammes des protéines. Et de cette sorte, vous avez l'apport alimentaire habituel estimé par le biais des protéines. À quoi il faut ajouter, évidemment, et c'est l'intérêt des 5 questions supplémentaires, à quoi il faut ajouter les grignotages, les entrées, les desserts, les boissons sucrées et les repas festifs. Le tout est estimé habituellement aux alentours de 500 calories par jour, et donc la somme des deux vous permet d'avoir à peu près une idée de l'apport énergétique journalier d'un individu, et c'est là-dessus que vous allez établir une restriction calorique qui est en général de l'ordre de 500 calories par jour. C'est-à-dire que dans le régime conventionnel, on essaie de garder une alimentation diversifiée, relativement équilibrée, c'est-à-dire que tous les aliments peuvent être utilisés, peuvent être consommés, mais on va s'arranger pour réduire l'ensemble de 500 calories par jour. Alors là, dans cet exemple, c'est facile. Comme on estime les entrées supplémentaires à 500 calories, il suffit de supprimer les entrées supplémentaires. C'est facile à dire, et l'exemple est un peu trop beau, mais c'est une bonne manière d'être sensible à tous ces petits à côté que nos patients omettent de signaler, que ce soit dans les enquêtes, que ce soit dans les reportings, dans les interrogatoires, ou que ce soit dans les carnets de bord. Alors, il est évident que cette approche est simple, elle est rapide, elle est facile, elle est à la portée de tout le monde qui connaît un peu la nutrition. Par contre, il y a des méthodes beaucoup plus complexes qui permettent de prescrire un régime plus personnalisé, plus précis, en tablant toujours sur le fait que l'on doit réduire environ 33%, donc un tiers de l'apport énergétique, par rapport au niveau des dépenses énergétiques, tout en maintenant 20% de l'apport énergétique sous forme de protéines. Ça, c'est le mantra des nutritionnistes, et donc c'est une manière de prescrire qui est un peu plus complexe, que je peux illustrer ici par ce tableau, qui vous rappelle ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les paramètres qui modifient la dépense énergétique, l'âge, le sexe, l'activité physique, mais aussi les dépenses que l'on va avoir. Lorsqu'on ampute ces dépenses d'un tiers, vous voyez que de 2600 calories, on va passer à 1800 calories. Par contre, il faut maintenir 90 grammes de protéines. Et vous voyez que c'est relativement facile à retenir parce qu'en diminuant, on passe de 2400 à 1600, un tiers toujours, de 2200 à 1400, un tiers, de 2000 à 1200, un tiers, et vous voyez qu'en corollaire, vous avez un apport en protéines qui, comme par hasard, est un multiple de 2. Vous voyez, 1800, c'est 90, 1600, c'est 80, 1400, c'est 70, et 1200, c'est 80. Donc c'est une manière de vous guider facilement dans une prescription, mais qui est en réalité beaucoup plus savante, puisqu'il va falloir prescrire précisément des apports et pas simplement supprimer des apports supplémentaires. Ça, on va le passer. Il est évident que ce type d'apport doit se faire dans un cadre convivial, malgré tout, qui doit se faire dans le cadre de la diversification alimentaire, c'est-à-dire qu'il faut manger toutes les classes alimentaires, tous les nutriments, tous les macronutriments, qu'il faut manger lentement, en mâchant, dans un système, comme je l'ai dit, relativement convivial, tout en maintenant la palatabilité des aliments. Et c'est la raison pour laquelle il faut maintenir un apport lipidique significatif, parce que l'apport lipidique, qui est relativement pénalisant en termes de calories, eh bien cet apport lipidique apporte la palatabilité, il apporte l'onctuosité de l'alimentation. Parce qu'il n'est pas question de prescrire de façon sauvage un régime strictement restrictif sans penser à la palatabilité
en jouant sur plusieurs points. L'onctuosité, c'est principalement les corps gras qui apportent cette onctuosité des repas. Les saveurs, c'est sucré, salé, acide, amer, umami. Et puis les arômes. Et dans les aliments, il y a une multitude d'arômes. Par exemple, l'huile d'olive, qui est chère à Louis Monnier également, apporte des arômes sous forme de polyphénol, mais globalement, l'alimentation apporte à peu près une gamme de 5000 arômes différents dont on aurait tort de se priver, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre la monotonie alimentaire. Alors quel est l'objectif de ce type de prescription conventionnelle? Eh bien, c'est un objectif qui est relativement modéré. Il ne s'agit pas de faire perdre des kilos pour perdre des kilos. Il s'agit de perdre des kilos pour améliorer la situation métabolique. Et vous voyez que l'on estime à environ 10% la perte de poids souhaitable, du moins telles sont les recommandations, 10% du poids pour corriger la plupart des anomalies associées, c'est-à-dire les anomalies métaboliques, tout en maintenant une sensation de bien-être, tout en ayant des contraintes qui sont moindres aux bénéfices escomptés. Donc, l'idéal, c'est bien sûr de retrouver un seuil de poids inférieur à ce qu'on appelle le surpoids, mais en pratique, ce n'est pas raisonnable. Et donc, le seuil raisonnable, c'est d'avoir un seuil métabolique qui permet de corriger les grosses anomalies métaboliques. Et en général, on y parvient avec une perte de poids de 10%, ce qui n'est pas énorme. Alors, M. Monnier est également très attaché aux indicateurs de suivi du régime, parce que vous le savez, vous êtes des professionnels, vous avez été confrontés à ce problème X fois. Prescrire un régime, c'est bien. Le patient est très souvent observant au début, bénévolant, mais son ambivalence prend le dessus et la défection est fréquente et rapide. Et très souvent, les gens affirment suivre les consignes diététiques, mais ils perdent de vue au fil du temps les grands principes. Et M. Monnier propose, en pratique c'est assez difficile à faire, de se fonder sur la natriurèse de 24 heures. Si vous prenez, d'abord il faut colléger les urines 24 heures, si vous collectez les urines pendant 24 heures, eh bien vous pouvez calculer cette natriurèse qui va être fonction de ce que l'on mange. On ne pisse de sel que si on en consomme. Or, il se trouve que les aliments les plus riches en sel sont également des aliments qui sont les plus calorigènes. Et vous avez notamment le pain, qui est une source importante de sel, les biscottes, le fromage. Vous avez la charcuterie, vous avez quelques appetizers, les olives et les anchois quand ils sont accommodés. Vous avez les feuilletés, les tartes, etc. Tous ces aliments sont des pourvoyeurs énergétiques importants et sont très salés. Et donc, l'objectif, c'est de dire que si vous avez une excrétion urinaire de plus de 6 grammes de chlorure de sodium ou de plus de 100 millimoles par 24 heures de sodium, ben vous ne suivez pas les prescriptions diététiques. Alors, c'est bien, en pratique, comme je l'ai dit, c'est plus difficile à faire. Alors, le vrai problème de la prescription diététique, c'est aussi la durabilité. Il faut essayer de maintenir la perte de poids. Perdre du poids, c'est facile. Malheureusement, ce n'est pas durable. On a tendance à en reprendre. Et la problématique, c'est comment faire pour maintenir cette perte de poids. Et surtout, à quel niveau faut-il fixer les apports pour que la perte de poids persiste. Si vous avez un patient qui a perdu du poids, vous ne pouvez pas lui proposer indéfiniment d'avoir un régime restrictif en calories. Mais par contre, il faut le moduler. Et là encore, on peut le moduler en fonction du métabolisme basal. Alors, vous voyez que la dépense totale en jaune eh bien, correspond à sous-régime avec une perte de 33% des apports énergétiques à une dépense qui est principalement une dépense basale de l'ordre de 1400 calories. La problématique, c'est que ces dépenses basales vont se réduire au fil du temps. Plus vous perdez du poids, plus vous perdez la masse musculaire, la masse maigre, et plus vous allez avoir un métabolisme basal qui va se réduire. Et donc, au bout d'un certain temps, au lieu d'avoir 1400 de dépenses, vous n'aurez plus que 1250 de dépenses. Et donc, quand vous voulez reprendre un régime acceptable, sans restriction, il va falloir de toute façon le moduler avec une restriction calculée par rapport au nouveau métabolisme basal. Et pour ce faire,
eh bien, vous appliquez la règle des 33%, et donc aux 1250 calories, vous rajoutez 33% de l'apport énergétique. Ça, c'est la théorie, mais c'est bien pour comprendre la démarche. Et vous rajoutez 33% de l'apport énergétique, et vous obtenez cette fois-ci une alimentation apportant globalement 1900 calories, alors qu'elle en apportait 2100 auparavant. Donc vous devez réduire de 200 calories pour obtenir un maintien du poids. En théorie, en pratique, c'est beaucoup plus difficile à faire, encore une fois. Il y a aussi l'importance des mesures qualitatives. Elles sont exposées tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il fallait jouer sur les arômes, il fallait manger lentement. Mais il faut bien comprendre que l'homme n'est pas une machine métabolique, c'est une machine humaine, et qu'il est sensible au circuit de la récompense, il est sensible aux sollicitations de l'environnement, il est sensible aux sensations d'une façon générale, et à tous les signaux sensoriels qui participent au rassasiement et à la satiété. Donc, on a du mal à jouer là-dessus uniquement par la prescription diététique. Les médicaments vont sans doute aider à modifier un peu cette situation de choses, mais la seule façon d'obtenir une satisfaction sensorielle, c'est d'avoir une alimentation diversifiée pour lutter absolument contre la monotonie alimentaire, qui est la meilleure façon de tuer un régime. Si vous voulez que les gens abandonnent un régime, c'est tout simplement ne pas leur laisser d'espace sensoriel, d'espace de liberté. En conclusion, je pense que j'ai rattrapé le retard en consommation. La prescription d'un régime hypocalorique n'est pas une chose simple. Elle prend du temps. Elle nécessite un certain savoir diététique. On ne s'improvise pas comme ça, prescripteur d'un régime. En principe, un régime conventionnel doit être diversifié et doit réduire les apports énergétiques d'environ 1/3. Ça, c'est une règle générale. Donc, si vous partez de 2800 calories, il ne faut pas prescrire un régime à 1200 calories. Il faut prescrire un régime de 2800 moins 1/3, c'est-à-dire environ 2100 calories. Autrement dit, on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière, il faut absolument personnaliser les régimes. Ceci dit, les résultats sont globalement décevants. Je suis un vieux praticien de la prescription diététique, je pense qu'Olivier partage mon sentiment. Quelle que soit la bonne foi qu'on y met, quel que soit le temps qu'on passe, on est quand même très souvent déçus. Et les patients, d'ailleurs, sont tous aussi déçus que nous, parce que beaucoup d'entre eux ont l'impression de faire des efforts importants. Donc, un régime doit être consenti par le patient pour avoir une chance de succès, et il n'est acceptable que si les objectifs sont personnalisés et raisonnables. Donc, personnalisation, il faut connaître son patient, il faut avoir une connaissance empathique du patient. Enfin, il ne faut surtout ne pas négliger ce que j'ai appelé les mesures qualitatives associées, la palativité, auquel j'associe l'activité physique, est extrêmement importante pour le maintien du poids. L'activité physique elle-même ne fait pas perdre de poids ou très peu, mais par contre, elle permet de maintenir la perte de poids. Un accompagnement comportemental qui est extrêmement important, puisque le patient n'a très souvent pas conscience de ce que représente l'alimentation pour lui. Et enfin, si vous mettez tout ça dans la même marmite, vous avez des chances de succès qui ne sont pas nulles. Et comme maintenant nous avons d'autres échappatoires dont on vous parlera cet après-midi, il y a lieu d'espérer pouvoir casser cette courbe de l'explosion de l'obésité mondiale que je vous ai montrée tout à l'heure. Merci de votre attention. Merci. Merci, cher maître. Merci, professeur Jean-Louis. Les présentations étaient magnifiques. C'est vrai que le professeur Luis Monnier nous manque par sa présence avec nous et donc tout ce système. Mais vous avez merveilleusement bien animé cette première partie donc, de cette matinée. On se permettra de prendre le temps d'aller faire la prière du vendredi parce que l'Aden se fera à 13h30 et donc 13h25. Donc on a le temps de faire nos ablutions et donc, pour se permettre un bon couscous. C'est vrai qu'il y a le dur pour l'après-midi. L'après-midi, c'est la grande thématique, encore avec le professeur Jean-Louis Schlienger, Madame Lise Bordier, Bernard Podusseau et Olivier Ziegler. Donc l'après-midi est riche et elle est très importante. Merci.